Mes parents toxiques ont essayé de me faire porter le chapeau quand mon frère chouchou a volé et accidenté ma voiture en étant ivre. Ils ont menti à la police parce que la prison détruirait sa vie. Maintenant, mon frère et mon père sont tous les deux en prison. Je m'appelle Alex, j'ai 28 ans, et mes propres parents ont essayé de m'envoyer en prison pour protéger mon frère chouchou après qu'il a volé et détruit ma voiture en conduisant ivre. Avant de vous raconter comment cette seule nuit a failli faire s'effondrer l'empire commercial de mon père et a conduit mon frère devant un juge, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours génial de voir jusqu'où ces histoires voyagent. C'est drôle, ce dont on se souvient, ce ne sont pas les cris ni les menaces qui restent le plus. Ce sont les moments de silence, ceux qui disent tout sans un mot. Pour moi, ce moment, c'est maintenant, assis à la table de ma cuisine, fixant une lettre à l'air très officielle. Le papier est épais, ivoire, avec l'entête formelle du tribunal du comté. C'est une assignation à comparaître, un ordre légal me forçant à témoigner dans le procès contre mon propre père. Ma copine, Jenny, a posé sa main sur mon épaule il y a une minute. « Ça va ?» a-t-elle demandé d'une voix douce. Son toucher est la seule chaleur dans cette pièce qui semble soudain glaciale, malgré le soleil de l'après-midi qui inonde la fenêtre. J'ai juste hoché la tête, incapable de parler. C'est juste du papier. Mais non, ce n'est pas juste du papier. Ce n'est jamais juste du papier. Cette simple feuille est le résultat d'une vie entière à être considérée comme le second choix, à entendre que mes sentiments ne comptaient pas, que mon rôle était de réparer les dégâts laissés par mon frère aîné, Ryan. Toute ma vie, j'ai été l'amortisseur de ces bêtises. Mon père, Richard, est une personne influente dans notre ville. Richard Thompson Construction. Son nom est synonyme de réussite et de pouvoir. C'est le genre d'homme qui impose sa présence rien qu'en entrant dans une pièce. Fort, sûr de lui, et toujours aux commandes. Ma mère, Linda, est le côté plus doux de cette pièce de monnaie en acier. Professeur de lycée, respectée et aimée. Le genre de femme qui peut vous faire culpabiliser avec un simple soupir ou un regard déçu. Et puis il y a Ryan, mon frère, d'1 an mon aîné, mais il aurait aussi bien pu naître avec une couronne sur la tête. C'était l'athlète, le charmeur, celui qui ne faisait jamais rien de mal même quand il faisait tout de travers. Toute cette histoire, ce désastre qui a amené cette assignation sur ma table, ça tourne autour d'une voiture. Une Ford Crown Victoria de 1999. Une vieille voiture de police. Ça peut paraître étrange, mais cette voiture représentait ma liberté. C'était la première chose de ma vie qui m'appartenait entièrement. Un cadeau de la seule personne de ma famille qui m'ait jamais vraiment vu, mon oncle Jacques. Et ils n'ont pas supporté ça. Ils ne supportaient pas que j'aie quelque chose que Ryan n'avait pas, quelque chose qu'il ne pouvait pas simplement prendre. Alors il l'a pris quand même. Et ce faisant, il a allumé une mèche qui couvait depuis 28 ans. Mes parents ont pensé qu'ils pouvaient l'éteindre comme ils l'avaient toujours fait. Ils croyaient que l'argent, le pouvoir et un peu de chantage émotionnel suffiraient à tout effacer. Mais ils ont oublié une chose. Ils ont oublié ce que j'avais appris il y a longtemps. Une leçon qui va maintenant leur coûter tout. Le papier n'oublie pas. Et il ne sait pas mentir. Pour comprendre pourquoi je ne me suis pas contenté de me taire comme d'habitude, vous devez comprendre ce que c'était de grandir dans ma maison. De l'extérieur, on aurait dit le rêve américain. Une grande maison à 2 étages dans une banlieue tranquille. Une pelouse bien tondue, 2 voitures dans l'allée. L'entreprise de construction de mon père était en plein essor, et ma mère était une prof d'anglais très aimée au lycée local. On avait l'air parfait. Mais à l'intérieur, un poison silencieux imprégnait tout. Ce poison, c'était le favoritisme. Je me souviens, j'avais peut-être 8 ans. Pour mon anniversaire, j'avais reçu un incroyable vaisseau Lego. Le plus gros que j'avais jamais eu, plus de 1000 pièces. J'ai passé tout le week-end enfermé dans ma chambre, suivant les instructions à la lettre. Une fois terminé, c'était mon chef-d'œuvre. Je l'ai mis sur l'étagère la plus haute de ma chambre. Quelques jours plus tard, je suis rentré de l'école et je l'ai retrouvé en morceaux par terre. Ryan, qui avait 9 ans, se tenait au-dessus des débris, tenant la petite figurine d'astronaute. C'était ennuyeux posé là, il a haussé les épaules, comme s'il commentait la météo. Les larmes coulaient sur mon visage. J'ai couru vers ma mère, qui corrigeait des copies dans la cuisine. « Maman! Ryan a cassé mon vaisseau. » Elle a poussé un long soupir, celui qu'elle gardait juste pour moi. Elle n'a même pas levé les yeux. « Alex, tu sais comment est ton frère. Il a beaucoup d'énergie. Ce n'est qu'un jouet. Tu peux le reconstruire. » Mais ça m'a pris des jours. Il l'a fait exprès. C'est alors que mon père est entré, ses bottes de travail résonnaient sur le linoléum. Il a vu mon visage, puis a regardé vers l'escalier. « C'est quoi tout ce bruit ? » Ryan a cassé mon vaisseau Lego, ai-je sangloté. Mon père m'a regardé, et son expression s'est durcie. « Et qu'est-ce que tu as fait pour le provoquer ?
Rien. Il était sur mon étagère. Ne me mens pas, fiston, dit-il d'une voix grave et menaçante. Ryan ne ferait pas ça sans raison. Tu ne l'as probablement pas laissé jouer avec. Tu dois apprendre à partager. C'est à ce moment-là que mon esprit d'enfant de 8 ans a compris les règles du jeu. Règle numéro 1, Ryan n'a jamais tort. Règle numéro 2, si Ryan fait quelque chose de mal, c'est la faute d'Alex. Ce n'était pas que les jouets. C'était tout. En CM2, il y avait une foire scientifique. J'ai travaillé pendant des semaines sur un modèle de volcan avec du bicarbonate et du vinaigre, et j'ai même construit un petit village en papier mâché à la base. C'était un projet classique, mais je l'ai fait avec soin. Ryan, qui était en 6e, avait oublié son projet jusqu'à la veille. Il a collé quelques cailloux sur un carton et a intitulé ça « type de roche ». À la foire, mon volcan a parfaitement explosé. Les parents ont fait « ou » et « ah ». Ryan est resté à côté de son carton en pointant les cailloux. Quand les prix ont été annoncés, aucun de nous n'a gagné de ruban. Sur le chemin du retour, mon père a tapé dans le dos de Ryan. T'en fais pas, champion. Ces foires, c'est pour les intellos. Toi, t'as un vrai talent sur le terrain de foot. Puis il s'est tourné vers moi dans le rétroviseur. Peut-être que si tu passais moins de temps avec du vinaigre et plus de temps à t'entraîner, toi aussi tu serais titulaire, Alex. Mon volcan a été oublié. Mon effort, invisible. La leçon suprême de la justice version Thomson est arrivée quand j'avais 17 ans. J'avais mon permis depuis 6 mois. J'étais méticuleux. Je respectais toutes les règles. Un soir, je reculais la camionnette adorée de mon père dans notre étroite allée. Je me suis trompé d'1 centimètre, et le pare-choc a à peine effleuré les briques du garage. Une petite marque noire et une rayure presque invisible sur le plastique. On ne pouvait la voir que sous un certain angle de lumière. Mon cœur battait à tout rompre. Je suis allé tout de suite lui dire. Papa, je suis désolé. J'ai reculé et j'ai touché un peu le garage. Il y a une toute petite éraflure sur le pare-choc. Il est sorti furieux, a inspecté la rayure comme une scène de crime, puis son visage est devenu orageux. Une petite rayure? Une petite rayure? Tu as une idée de combien coûte ce camion? Il s'agit de respect, Alex. Du respect de la propriété des autres. Et tu n'en as clairement aucun. Ma punition a été rapide et sévère. Privé de voiture pendant 1 mois. Et tous les samedis de ce mois-là, je devais laver et cirer son camion à la main, de haut en bas. 6 mois plus tôt, Ryan, tout juste titulaire, avait pris la berline de ma mère pour aller à une fête. Il avait essayé de se garer et avait éraflé tout le côté passager contre un poteau métallique, laissant une vilaine trace de 6 mètres dans la peinture. Il était rentré ivre et n'avait rien dit. Ma mère l'a découvert le lendemain matin. Et la réaction de mon père? Il est sorti, a vu les dégâts, et a ri brièvement. Il a passé son bras autour des épaules de Ryan, encore vaseux. Bon, voilà une manière d'apprendre tes limites, fiston. Allons appeler le carrossier. Tous les hommes ont quelques bosses au début. Des bosses. Ma petite rayure était une leçon de respect. Sa grande éraflure, un rite de passage. Le message était clair. Moi, je devais être parfait. Ryan. Lui, avait une marge de manœuvre infinie. Ma seule échappatoire, c'était mon oncle Jacques. Le frère de ma mère. Il était flic, détective, et il avait un détecteur de mensonges intégré qui s'activait à chaque fois qu'il était près de ma famille. Il ne disait jamais les choses frontalement, mais il voyait tout. Il venait au dîner de famille, et pendant que tout le monde s'extasiait devant le dernier trophée de Ryan, il s'asseyait avec moi et me demandait des nouvelles de mon cours de dessin industriel ou du PC que j'étais en train de monter. Il me parlait comme à une personne, pas comme à un problème. Le jour de mes 18 ans, mes sacs étaient prêts. J'avais un job à mi-temps au supermarché, et j'avais mis de côté assez pour la caution d'un petit appart minable. L'oncle Jacques est arrivé à la maison. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-il en montrant mes sacs. Je pars, dis-je sans croiser son regard. Ma mère était derrière, les yeux mouillés, un mouchoir à la main. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, Alex. Tu es en train de briser cette famille. Oncle Jacques l'ignora. Il me regarda. Tu as un endroit où aller? Plus ou moins, marmonnai-je. Non, tu n'en as pas, dit-il d'un ton ferme. Tu viens habiter chez moi. La chambre d'amis est libre. Tu peux rester aussi longtemps que nécessaire. Pas de loyer. Tu m'aides un peu à la maison et tu finis l'école. Il jeta un œil à ma mère. Linda, le garçon a besoin d'espace. C'est mieux ainsi. Ce jour-là fut le vrai début de ma vie. Vivre chez l'oncle Jacques, c'était comme respirer de l'air frais après avoir été enfermé dans une pièce pleine de fumée. Les règles étaient simples, sois honnête, nettoie derrière toi et travaille dur.
Pas de jeu mentaux, pas de double message. Il m'a appris à changer l'huile de son vieux pick-up, à réparer un robinet qui fuit, à gérer mon argent. Il m'a appris à devenir un homme, chose que mon propre père, malgré toute sa prestance, n'avait jamais pris la peine de faire. Pour mes 21 ans, oncle Jacques a organisé un petit barbecue dans son jardin. Après le repas, il m'a lancé un trousseau de clés. Joyeux anniversaire, gamin. J'ai regardé les clés, puis la rue, où une grande berline était garée. Une Ford Crown Victoria 1999. Blanche, avec de petits trous sur le toit à l'endroit où se trouvait autrefois la sirène. C'est une voiture de police? Ai-je demandé. Il a souri. Ma première voiture de patrouille. Il la déclassait. Je l'ai eue pour 3 fois rien. Le moteur est solide. Elle n'est pas belle, mais elle est fiable. Et elle est à toi. Il posa une main sur mon épaule. Tu sais, Alex, cette voiture, ce n'est pas juste du fer et de l'acier, dit-il d'un ton sérieux. Elle représente quelque chose. Elle représente le respect de soi. Ne laisse jamais personne te l'enlever. Je suis resté sans voix. Je suis allé jusqu'à la voiture, j'ai passé ma main sur le capot. Ce n'était pas juste une voiture. C'était un bouclier. Une déclaration. Tout ce que le monde de ma famille, avec ses BMW flambant neuves et ses Lexus en leasing, n'était pas. Elle était réelle, méritée, et elle était à moi. Cette voiture est devenue ma fierté et ma joie. Je passais mes week-ends à changer l'huile, à la lustrer, à chercher des pièces d'origine en ligne. Elle représentait mon indépendance, ma liberté. Pendant ce temps, Ryan menait la grande vie. Mon père lui avait donné un poste dans l'entreprise de construction, un titre impressionnant et un pick-up tout neuf. Il l'a détruit en moins d'1 an. Ensuite est venue une voiture de sport. Il a eu un retrait de permis pour conduite en état d'ivresse, mais l'avocat hors de prix de mon père a réussi à faire réduire l'accusation à conduite dangereuse. La voiture a été confisquée, puis vendue. La 3e voiture était une berline de luxe. Il l'a encastrée dans un poteau en envoyant un texto. 3 voitures en 5 ans. Et à chaque fois, mes parents étaient là pour le tirer d'affaire, lui acheter une nouvelle voiture, et lui dire que ce n'était qu'une mauvaise passe. C'est à cette époque que j'ai commencé à sortir avec Jenny. On travaillait ensemble dans un cabinet d'architecture. J'étais dessinateur junior. Elle était intelligente, drôle, et avait cette attitude directe que j'adorais. Elle payait elle-même ses études de droit le soir, et n'avait aucune tolérance pour les comportements de privilégiés. La première fois qu'elle a rencontré ma famille, c'était à un dîner du dimanche. Elle a été polie, mais sur le chemin du retour, elle est restée silencieuse longtemps. Puis elle a simplement dit « Waouh ! Waouh bien ou waouh mal ?» Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Ton frère, dit-elle en secouant la tête, a parlé de lui-même pendant 45 minutes sans te poser une seule question. Et tes parents le regardent comme s'il était leur seul fils. Je ne sais pas comment tu as survécu à ça. Oncle Jacques, ai-je dit. Et maintenant, toi. Elle a serré ma main. Eh bien, tu as survécu. Tu t'en es sorti. C'est tout ce qui compte. Entendre ça de sa bouche signifiait plus que ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle me voyait. Le vrai moi. Pas le raté, pas le fils de second choix. Juste Alex. La vie était belle. J'avais un boulot que j'aimais, une fille que j'adorais, et une voiture qui, pour moi, était la meilleure du monde. Je croyais avoir construit un mur assez haut pour que la toxicité de ma famille ne le franchisse jamais. Je me trompais. Le passé ne reste jamais derrière. Il attend simplement une occasion de défoncer votre porte. Et cette occasion est arrivée sous la forme d'un appel de mon frère, Ryan, un appel qui allait tout déclencher. C'était un mardi après-midi. J'étais à mon bureau, en train de finaliser des plans pour un nouveau lotissement. Mon téléphone a vibré, et le nom de Ryan est apparu à l'écran. J'ai failli le laisser sonner. Un appel de Ryan signifiait presque toujours qu'il voulait quelque chose. J'ai soupiré et décroché. Allô, Alex? Et, mon frère? Comment tu vas? La fausse bonne humeur dans sa voix était un énorme signal d'alarme. C'était la voix qu'il utilisait chaque fois qu'il allait demander de l'argent ou emprunter quelque chose qu'il ne rendrait jamais. Je vais bien, Ryan. Au travail. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai gardé un ton neutre, ne voulant lui laisser aucune ouverture. Alors, une histoire marrante, il a commencé, et mon estomac s'est noué. Ces histoires marrantes n'étaient jamais drôles pour personne d'autre que lui. Tu te souviens de ma voiture? La berline? Celle que tu as encastrée dans un poteau? Oui, je m'en souviens. Il a ri. Un rire sec, sans aucune joie. Celle-là. Bref, l'indemnisation de l'assurance prend une éternité, et papa fait son dur à cuire,
refusant de me donner une nouvelle voiture de fonction tant que mon dossier de conduite n'est pas propre. Tu crois ça? Après tout ce que je fais pour l'entreprise. Ça me semble plutôt logique, ai-je dit, la voix plate. Je l'imaginais travailler, c'est-à-dire arriver en retard, prendre une longue pause déjeuner et partir tôt. Ouais, bref. Écoute, j'ai besoin d'un service. Un gros. Il me faut ta voiture. J'ai ri. Ce n'était pas un rire joyeux. C'était un éclat sec de pur étonnement. Ma voiture? La Crown Vic? Absolument pas. Son ton amical a disparu instantanément. Le vrai Ryan est ressorti. Comment ça, non? J'en ai besoin pour le boulot. Je dois aller sur les chantiers. Ça ressemble à un problème qui te concerne, Ryan. Pas moi. Tu es un adulte. Loue une voiture. Prends un Uber. Je m'en fiche. Mais tu ne touches pas à ma voiture. Tu es vraiment un connard, tu sais? S'énerva-t-il. Ce n'est qu'une voiture. Une vieille épave. Tu la conduis à peine. Je la conduis tous les jours. Et c'est ma voiture. Celle que j'ai payée. Celle dont je prends soin. Toi, t'as déjà bousillé 3 voitures que papa t'a achetées. Tu les traites comme des jouets jetables. La réponse est non. Tu es tellement égoïste. C'est toujours à propos de toi, hein? Tu gardes cette épave juste pour me faire enrager. Hurla-t-il. Puis la ligne s'est coupée. J'ai posé le téléphone, la main légèrement tremblante. Toujours le même scénario. Ryan veut quelque chose? Je dis non. Je deviens le méchant. J'ai essayé d'oublier et de me reconcentrer sur le travail. Mais 20 minutes plus tard, le téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était ma mère. Alex, mon chéri. C'est maman. Sa voix avait ce ton-là c'est déçu qu'elle avait perfectionné au fil des années. Une voix qui te faisait culpabiliser juste pour respirer. Je viens de parler à ton frère. Il est très bouleversé. Je n'en doute pas, ai-je dit en me frottant les tempes. Il a juste besoin d'un peu d'aide, mon cœur. Ton père est si dur avec lui. Il a besoin d'une voiture pour travailler, pour être un adulte responsable. Maman, il a 29 ans. Un adulte responsable ne détruit pas 3 voitures et ne réclame pas celles des autres. Ce n'est pas l'aider. C'est l'encourager. C'est ce que vous avez toujours fait. Oh, Alex, ne sois pas si dramatique. Pourquoi utiliser des mots aussi durs? Ce n'est pas une question d'argent. C'est la famille qui aide la famille. On est censé se soutenir. Pourquoi tu dois toujours tout compliquer? Laisse-le juste utiliser la voiture quelques semaines, le temps que ça se règle. Sois la personne mature. J'ai été la personne mature toute ma vie, ai-je dit, la voix montant malgré mes efforts pour rester calme. Toute mon enfance a été ça. Être le plus grand, le plus raisonnable. J'en ai marre. La réponse est toujours non. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse ajouter une couche de culpabilité. Et bien sûr, le boss final est arrivé. 10 minutes plus tard, le nom de mon père s'est affiché. Ne raccroche pas. Aboya-t-il dès que j'ai décroché. Plus de faux semblants. Plus de gentillesse. Tu vas donner les clés de cette foutue voiture à ton frère. Non, ai-je dit, la voix basse mais ferme. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Grogna-t-il. J'ai dit non. C'est ma voiture. Je ne vais pas la lui donner. Cette épave, Alex? C'est une honte. Te voir conduire ce truc en ville me donne la nausée. Ton frère, un cadre dans ma société, a besoin de transport, et toi tu refuses par pure mesquinerie. Ce n'est pas un cadre, papa. C'est ton fils avec un titre inventé. Et je n'accapare rien. Je l'utilise. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que je t'ai donné, c'est comme ça que tu me remercies. En étant un petit ingrat égoïste? Je t'ai offert un toit pendant 18 ans. Tout ce que tu m'as donné? Tu ne m'as pas donné un centime depuis que j'ai eu 18 ans. C'est oncle Jacques qui m'a accueilli. C'est lui qui m'a offert cette voiture. Toi, tu ne m'as donné que des soucis. Silence. Puis sa voix est revenue, glaciale. Écoute-moi bien. Tu fais partie de cette famille, et tu vas agir en conséquence. Si tu n'aides pas ton frère, considère-toi rayé du testament. Tu n'auras rien. Tu seras seul. Ça fait 10 ans que je suis seul, ai-je dit. Et une étrange sensation de paix m'envahit. Et ça me va très bien. Et j'ai raccroché. Ce soir-là. J'ai raconté à Jenny ce qui s'était passé. Elle a écouté patiemment, puis a pris ma main. Tu as bien fait, dit-elle doucement. Tu as pris la bonne décision. Ne les laisse pas te faire plier. Elle fit une pause, l'air songeur. Tu sais,
Alex, tu devrais probablement noter tout ça, juste au cas où. Noter quoi? Les appels. Les menaces. Écris-les. Heure, date, ce qui a été dit. C'est ce qu'on apprend en droit des contrats. Avoir une trace écrite est toujours une bonne idée quand on a affaire à des gens déraisonnables. Ça paraissait un peu parano, mais je lui faisais confiance. Alors j'ai ouvert une nouvelle note sur mon ordinateur et j'ai tout écrit. Une semaine passa. Je n'eus aucune nouvelle d'eux. Je me suis dit que peut-être, juste peut-être, ils avaient enfin compris le message. Puis un soir, je quittai le travail et me rendis au parking. Je suis arrivé à l'endroit où je garde toujours ma Crown Vic. Et il était vide. Ma première pensée fut qu'elle avait été volée. Une panique soudaine m'envahit. J'étais sur le point d'appeler la police quand je le vis. Un petit bout de papier gras, coincé sous le pneu de la voiture voisine. C'était un reçu d'une station-service près de chez mes parents. Et au dos, écrit de la main brouillonne de mon frère, 2 mots. Emprunté. La rage que j'ai ressentie était glaciale et tranchante. C'était un nouveau sommet. Il n'avait pas demandé, ni même exigé. Il l'avait volé. Comment avait-il eu accès? J'ai d'abord appelé ma mère. Il est où? Ai-je exigé. Alex? Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-elle, un peu tremblante. Fais pas l'innocente, maman. Ryan a volé ma voiture. Où est-il? Oh mon chéri. Il ne l'a pas volé. Il l'a juste emprunté. Il était désespéré. Il t'a laissé un mot. Il a volé ma voiture et tu le savais. Comment il a eu une clé? Un long silence. Il a trouvé un double, murmura-t-elle. Je savais qu'il n'y avait pas de double. J'avais les 2 seules clés d'origine. Tu mens. Tu l'as aidé. Alex, s'il te plaît. J'ai raccroché et appelé mon père. Il a répondu au premier appel. Quoi? Dis à Ryan qu'il a 1 heure pour ramener ma voiture à mon appart. Ou je la signale volée. Je ne plaisante pas. Tu ne feras pas ça, hurla-t-il. Tu vas ridiculiser cette famille. Il la ramènera quand il aura fini. 1 heure, ai-je répété, et j'ai raccroché. 45 minutes plus tard, ma Crown Vic a déboulé sur le parking de mon immeuble. Ryan en est sorti, un sourire moqueur aux lèvres, et a jeté les clés par terre devant moi. T'es content maintenant, princesse? J'ai regardé à l'intérieur de la voiture. Des emballages de fast-food sur le siège passager, la radio à fond. Il avait roulé comme un dingue. Comment t'as eu une clé? Ai-je demandé, la voix glaciale. Acheté en ligne, dit-il en haussant les épaules. Clé universelle pour vieux modèle Ford. C'est pas sorcier. Il a tourné les talons. C'était la dernière fois, Ryan, ai-je lancé. Si tu touches encore à ma voiture, je te jure que tu vas le regretter. Il a levé la main sans se retourner. Le lendemain, j'ai emmené la voiture chez oncle Jacques. Je lui ai tout raconté. Il a écouté, le visage sombre. Quand j'eus fini, il hocha lentement la tête. Ça suffit, dit-il. Ce n'est pas un emprunt. C'est un vol. Et on va faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Il a ouvert le capot, et on a passé l'après-midi à installer un traceur GPS caché et un coupe-circuit. Il m'a montré comment activer le système depuis une appli sur mon téléphone. Si Ryan essayait encore, je pourrais couper le moteur à distance. En partant, je repensais au conseil de Jenny. Je suis allé au commissariat local. J'étais nerveux, comme si c'était moi le fautif. Je me suis avancé au comptoir et ai parlé à un policier fatigué. J'ai expliqué la situation calmement. Je ne veux pas porter plainte pour l'instant, ai-je dit, en gardant la voix stable. Je ne veux pas que mon frère aille en prison. Je veux juste qu'il y ait un enregistrement officiel, pour me protéger. Le policier a hoché la tête. Vous voulez faire un signalement d'information? Oui, exactement. Il a tout saisi. Donc, votre frère, Ryan Thompson, a pris votre véhicule, une Crown Victoria 1999, plaque d'immatriculation numéro. Sans votre autorisation à cette date, et vous ne souhaitez pas porter plainte à ce jour? C'est bien ça, ai-je répondu. Il m'a tendu un papier avec un numéro de dossier. Voilà. Gardez-le précieusement. J'ai plié le papier et l'ai mis dans mon portefeuille. Il semblait plus lourd qu'il ne l'était. Je ne le savais pas encore, mais je venais de m'armer. Je venais de créer la seule arme que ni l'argent de mon père, ni les larmes de ma mère ne pouvaient vaincre. Un dossier écrit. Un fait. Et il attendait patiemment son moment pour être utilisé. Les mois suivants furent calmes. Étrangement calmes. Je n'ai reçu aucun mot de mes parents ni de Ryan. Aucun appel furieux, aucun message de culpabilisation. C'était un silence qui ne ressemblait pas à la paix,
mais plutôt à l'air juste avant qu'une tornade ne frappe. Je me suis concentré sur mon travail, sur ma vie avec Jenny. On commençait même à parler d'emménager ensemble, en regardant des appartements dans un quartier bien loin du monde de mes parents. Je me suis autorisé à croire que peut-être, juste peut-être, ma prise de position avait fonctionné. Qu'ils avaient enfin compris que je n'étais plus leur paillasson. Puis vint Noël. Noël dans ma famille a toujours été une représentation obligatoire, organisée par ma tante Patricia, la sœur de ma mère. Une maison remplie de sourires forcés, de rancunes latentes, et beaucoup trop de lait de poule. Je voulais éviter, mais Jenny, toujours pragmatique, a dit qu'on devait y aller. On y va, on est poli, on mange un peu de jambon et on part au conseilla-t-elle. C'est mieux que le drame de ne pas venir. Elle avait raison. On est parti dans ma Crown Vic, la voiture par laquelle tout avait commencé. Se garer fut un enfer. Il y avait des voitures partout dans la rue. J'ai trouvé une place à un pâté de maison, sous un lampadaire. Dès qu'on est entré, l'atmosphère familière m'a submergé. L'odeur du sapin et de la dinde rôtie se mêlait au parfum écœurant de ma mère. Elle m'a accueilli avec une étreinte un peu trop forte, un peu trop longue. « Oh, Alex, je suis tellement contente que tu sois venu, murmura-t-elle, comme si j'étais un soldat rentrant du front. » Mon père m'a lancé un simple signe de tête depuis l'autre côté de la pièce, un verre de whisky à la main, entouré de mes oncles. Il était dans son élément, le roi dans son château. Et Ryan était là. Adossé à la cheminée, riant bruyamment à une remarque de mon cousin. Il m'a regardé, et pendant une seconde nos regards se sont croisés. Il n'y avait ni excuse, ni regret. Juste ce vieux éclat d'arrogance dans ses yeux. Il a levé son verre dans un faux toast, puis s'est détourné. J'ai essayé de me détendre. J'ai bavardé. J'ai mangé la dinde sèche. Mais une angoisse sourde ne me quittait pas. 1 heure après le début de la soirée, j'ai vu Ryan parler à mon cousin Ethan. Ethan était du genre à causer des ennuis, un éternel adolescent. Je l'ai vu sortir une flasque de sa veste et verser une bonne dose dans le verre de Ryan déjà bien rempli de lait de poule. Ryan a fait un clin d'œil et a avalé une grande gorgée. Un peu plus tard, je l'ai vu sur son téléphone. Il ne riait plus. Son visage était tendu, sa voix un murmure enragé. Il s'était isolé dans un coin de la salle à manger. En passant près de lui, j'ai entendu des bribes. Je t'ai dit que je ne l'avais pas. Je te le donne ce soir. Promis. Donne-moi quelques heures. Il a raccroché, le visage blême, en sueur. Il avait l'air acculé. Il avait l'air désespéré. Mon alarme intérieure s'est mise à sonner. D'abord doucement, puis de plus en plus fort. J'ai trouvé une excuse pour Jenny et je suis allé chercher mon manteau dans le hall. J'ai dit que j'avais besoin d'un chargeur portable dans la voiture. Mes clés étaient dans la poche droite de mon manteau d'hiver, enterrées sous une dizaine d'autres dans le placard d'amis. J'ai fouillé dans la pile. Des parfums mélangés et l'odeur de naphtaline emplissaient l'espace. Mes doigts ont cherché le cuir usé de ma veste. Je l'ai trouvé. J'ai mis la main dans la poche. Vide. Mon cœur n'a pas juste sombré. Il a chuté. Un frisson glacé m'a parcouru. Non. Il n'oserait pas. Pas ici. Pas ce soir. J'ai sorti mon téléphone. Mes mains étaient soudain maladroites. J'ai ouvert l'appli de géolocalisation installée par l'oncle Jacques. Le point bleu de mon téléphone était là, à ma position. J'ai fait défiler jusqu'à l'icône de la voiture. La carte s'est chargée. Le petit point rouge représentant ma Crown Vic aurait dû être garé à quelques mètres. Mais non. Il bougeait. Il était déjà à 3 pâtés de maison, en direction de l'autoroute. Une étrange sérénité glaciale s'est installée en moi. Le stress avait disparu, remplacé par une détermination d'acier. Toutes ces années d'humiliation, d'ignorance, d'injustice s'étaient concentrées en un seul moment de clarté. C'était le moment. La ligne finale. Je suis retourné au salon, un masque de calme sur le visage. La fête battait son plein. Des rires, des chants de Noël en fond. Le crépitement du feu. Le portrait d'une famille heureuse. Quel mensonge. J'ai trouvé Jenny. On doit y aller, ai-je dit, à voix basse. Elle a vu mon regard et n'a posé aucune question. Elle a simplement hoché la tête et pris son sac. Je ne suis pas allé voir l'oncle Jacques. Je ne suis pas allé voir mon père. Je suis simplement sorti par la porte d'entrée, sur le perron glacé, pendant que les bruits de la fête s'évanouissaient derrière moi. J'ai inspiré profondément l'air gelé de la nuit et ressorti mon téléphone. Je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas appelé Ryan. J'ai composé le 112. Urgence, quelle est votre situation? Demanda l'opératrice, calme et professionnelle. Ma voix était tout aussi calme. Je souhaite signaler un vol de véhicule en cours. Très bien, monsieur.
Pouvez-vous me donner votre nom et votre localisation? Je m'appelle Alex Thompson. Je suis au 125 Northwood Drive. Ma voiture, une Ford Crown Victoria blanche de 1999, vient d'être volée. Avez-vous vu qui l'a prise? Oui, ai-je dit en regardant le point rouge sur l'écran de mon autre téléphone s'éloigner de plus en plus. Je pense que c'est mon frère, Ryan Thompson. J'ai donné la plaque d'immatriculation de mémoire. Puis j'ai ajouté la partie la plus importante. C'est la deuxième fois qu'il fait ça. J'ai déposé une main courante le mois dernier. Numéro de dossier, 715B. Ligne en pause, cliquetis de clavier. D'accord, monsieur Thompson. Je vois le rapport. Pouvez-vous me dire où se trouve le véhicule maintenant? J'ai regardé le tracker. Le point rouge tournait sur la rampe d'accès à LI 95. Les infos locales avaient prévenu toute la journée, une tempête hivernale approchait, et les routes étaient déjà glacées. Il entre sur l'autoroute, ai-je dit, et je pense qu'il a bu. Le ton de l'opératrice se raffermit aussitôt. Très bien, monsieur. Nous envoyons une patrouille immédiatement. Restez en ligne, s'il vous plaît. Je suis resté là, dans le froid, Jenny à mes côtés, sa main posée sur mon bras. Les sons de la fausse fête de Noël de ma famille semblaient appartenir à un autre monde. Le jeu était terminé. Je ne jouais plus selon leurs règles. J'utilisais désormais les vraies règles et les conséquences ne m'appartenaient plus. Les 10 minutes suivantes furent interminables. Jenny et moi étions debout sur le trottoir, le froid nous transperçant. Mes yeux étaient rivés sur le GPS de mon téléphone. Le point rouge avançait bien trop vite sur l'autoroute pour les conditions météo. Ils vont l'arrêter, dit Jenny, d'une voix affirmée, une présence rassurante au milieu du chaos. Tu as fait ce qu'il fallait, Alex. Mon téléphone vibra. C'était ma mère. Je l'ignorais. Il vibra de nouveau. Mon père. Je l'ignorais aussi. Sur la carte, le point rouge fit brusquement un écart, puis s'arrêta sur la bande d'arrêt d'urgence, à environ 8 km de là. Il s'est arrêté, dis-je, la voix tendue. Juste à ce moment-là, ma mère sortit en courant, sans manteau. Alex, que se passe-t-il? Ryan vient d'appeler. Il dit que la police est en train de l'arrêter. C'est toi qui as fait ça? Son visage était un mélange d'incrédulité et d'horreur. Il a volé ma voiture, maman, dis-je, sans émotion. J'ai appelé la police. C'est aussi simple que ça. Mon père arriva juste derrière elle, le visage cramoisi de colère. Tu as fait quoi? T'as appelé les flics contre ton propre frère? T'es devenu fou? Avant qu'il ne continue sa diatribe, mon téléphone sonna encore. Numéro inconnu. Je décrochai. Est-ce que je parle à monsieur Alex Thompson? Une voix calme, autoritaire. Oui, c'est moi. Ici l'officier Williams, de la police de l'État. Nous avons retrouvé votre véhicule sur LI 95. Le suspect, votre frère Ryan Thompson, est en garde à vue. La plaque a été identifiée comme liée à une plainte précédente. Pouvez-vous confirmer que vous êtes le propriétaire du véhicule et que vous ne l'avez pas autorisé à le conduire ce soir? Mon père hurlait derrière moi. Dis-leur que c'est un malentendu. Une dispute de famille. Ma mère sanglotait. S'il te plaît, Alex, ne ruine pas sa vie. Je leur tournai le dos et répondis distinctement au téléphone. Je confirme. Je m'appelle Alex Thompson. Je suis le propriétaire. Il n'avait pas ma permission. Il a volé mes clés dans mon manteau lors d'une fête de famille. Merci, monsieur Thompson. C'est très clair, dit l'officier Williams. Pause. Votre frère semble fortement intoxiqué. Lorsqu'il a été arrêté, il a perdu le contrôle sur une plaque de verglas et a percuté une barrière de sécurité. La voiture est endommagée à l'avant, mais il est indemne. Un soulagement mêlé de colère froide m'envahit. Il allait bien. C'était un idiot, un voleur, un danger public, mais c'était mon frère. Et il allait bien. Nous aurons besoin que vous vous rendiez sur place pour identifier le véhicule et déposer une déclaration, poursuivit l'agent. Vous devrez également organiser un remorquage. J'arrive, dis-je, et raccroché. Mon père m'attrapa le bras. Tu ne vas pas y aller pour dire un mot contre lui. C'est une erreur. On leur dira qu'il avait la permission. J'ai arraché mon bras, ma voix aussi dure que du silex. Non. Plus de mensonges. C'est fini. Le trajet jusqu'au lieu de l'incident fut irréel. Mes parents, dans leur propre voiture, nous suivaient de près, Jenny et moi. Les gyrophares bleus et rouges étaient visibles à 1 kilomètre. 2 voitures de patrouille étaient garées derrière ma Crown Vic, encastrées dans une barrière de sécurité. Le pare-choc avant complètement enfoncé. Ryan était à l'arrière de l'une des voitures de police, le visage pâle, vidé. L'officier Williams, un homme grand, au regard bienveillant mais au ton ferme,
m'accueillit dès que je sortis de la voiture. Il me regarda, puis regarda la voiture. Monsieur Thompson, merci d'être venu. Mes parents accoururent, ma mère déjà en larmes, mon père entamant son numéro. Officier, Dieu merci. Tout ça est un terrible malentendu. Mes fils, juste une petite dispute, vous savez comment sont les frères. L'officier Williams leva la main et le coupa net. Il ne daigna même pas regarder mon père. Il me regarda. C'est votre père, monsieur Thompson? Oui, répondis-je. Et il me dit que c'est un malentendu. Ce moment suspendu dans l'air glacé. Toute ma vie, j'avais été formé à céder à ce genre d'instant. À absorber le blâme, à calmer les eaux, à protéger les apparences. Ma mère me regardait, les yeux implorants. Mon père me fixait, la mâchoire crispée, me défiant de le contredire. Ryan, lui, n'était qu'une silhouette à l'arrière de la voiture de police. J'ai pris une inspiration. Non, officier. Ce n'est pas un malentendu. Mon frère a volé mes clés dans ma poche pendant une fête de famille. Il a un passé de conduite en état d'ivresse. J'ai signalé le vol pour éviter qu'il ne se tue ou ne tue quelqu'un. J'ai le numéro du rapport précédent, si besoin. L'officier Williams hocha lentement la tête, une étincelle de compréhension dans le regard. Il se tourna enfin vers mon père. Monsieur, je pense qu'il vaut mieux me laisser gérer cela. Il alla vers la voiture où son collègue faisait souffler Ryan dans un éthylotest. Nous avons tous vu le résultat. Ryan s'est effondré sur son siège, tête dans les mains. L'officier l'a menotté. Alors qu'il l'emmenait vers l'autre véhicule, mon père explosa. C'était à faute, cria-t-il, en me pointant du doigt. Tu as fait ça. Tu veux détruire cette famille. Tu n'es pas mon fils. Les policiers s'arrêtèrent un instant, observant la scène. Ma mère, brisée, laissa échapper un cri déchirant. On aurait dû l'arrêter il y a des années, Richard. Je t'ai prévenu, le DUI à la fac, l'accident de l'an dernier. Je ne peux plus le couvrir. Je ne peux pas. Elle sanglotait, hystérique, vidant des années de secrets au bord d'une autoroute, devant tout le monde. Un effondrement total. La famille parfaite brisée en 1000 morceaux sous la lumière froide et clignotante de la réalité. L'officier Williams revint vers moi, entre pitié et professionnalisme. Monsieur Thompson, je vais avoir besoin de votre déposition complète au poste. Quant à votre famille, je leur conseille de rentrer chez eux. Il regarda mon père droit dans les yeux. Monsieur, votre fils est arrêté pour vol qualifié de véhicule, conduite en état d'ivresse et résistance à l'arrestation. La meilleure chose à faire maintenant est d'appeler un avocat. Mon père le fixa, muet, pour la première fois de sa vie. Le pouvoir, le contrôle, tout s'était évaporé dans l'air glacé de la nuit. Ces mots ne valaient rien ici. Son argent non plus. La seule chose qui comptait désormais, c'était la vérité. Dure. Froidement factuelle. Une vérité que moi, le fils, deuxième choix, avais enfin osé dire. Le jeu était terminé. Et j'avais gagné. Ou peut-être qu'on avait tous perdu. Les heures passées au commissariat furent un flou de néons, de mauvais café et d'odeurs de désinfectant. J'ai donné ma déclaration calmement, en détail, depuis le premier vol jusqu'à l'appel au 112. Oncle Jacques est venu pas en tant que flic, mais en tant qu'oncle. Il s'est simplement assis avec moi, une présence silencieuse et solide dans la tempête. Il n'a pas dit « je te l'avais dit ». Il n'en avait pas besoin. Ryan a été inculpé. En raison de la gravité de l'accusation, vol qualifié de véhicule, il ne pouvait pas être libéré sous caution ce soir-là. Il allait passer le week-end en détention, jusqu'à sa comparution lundi. La réalité a frappé mes parents comme un coup de massue. Mon père, après sa colère sur l'autoroute, était resté figé, visage fermé. Ma mère avait pleuré jusqu'à s'éteindre dans une sorte de torpeur. Ils ont engagé un avocat à accent grave-l'œil, costume coûteux, parfum fort, assurance arrogante. Mais même lui ne pouvait pas faire disparaître les barreaux d'acier. Le trajet du retour avec Jenny fut silencieux. « Tu tiens le coup ?» Elle demanda enfin, alors que nous arrivions dans mon immeuble. « Je ne sais pas ce que je ressens, avouai-je, et c'était la chose la plus honnête que j'ai dite de toute la soirée. C'est comme si, j'avais enfin tenu tête, mais je ne me sens pas bien. Je me sens juste, vide. Parce que c'est une tragédie, Alex dit-elle doucement. Dans ce genre d'histoire, il n'y a pas de gagnant. Les semaines suivantes furent une leçon douloureuse sur le système judiciaire. Le Crown Vic cabossé fut remorqué jusqu'au garage d'un certain Tony, un ami d'oncle Jacques. Le devis était salé. L'avant du véhicule était en ruine. Ryan passa 3 jours en prison avant que mon père puisse payer la caution astronomique. J'appris par tante Patricia qu'il était sorti de l'air d'un fantôme. L'arrogance avait disparu, remplacée par une peur vide dans le regard. Le premier affrontement arriva environ une semaine plus tard.
Ma mère appela, la voix tremblante, et me demanda si l'on pouvait prendre un café. Contre ma meilleure intuition, j'acceptai. Elle s'assit en face de moi dans un coin calme du Starbucks, tordant ses mains. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Alex, commença-t-elle, l'avocat dit que l'accusation de vol qualifié est la plus grave. Il dit que si le propriétaire de la voiture, si toi, racontait au procureur que tout ça était un malentendu, que tu étais en colère et que tu avais exagéré, que Ryan avait bien eu ta permission, alors cette accusation pourrait être abandonnée. Je la fixai, mon café refroidissant entre mes mains. Après tout ça, elle essayait encore de réécrire la réalité. Il a volé la voiture, maman. Il a fait une erreur, insista-t-elle, la voix brisée. Une erreur horrible, stupide. Mais c'est ton frère. Tu ne peux pas le laisser aller en prison. Ça le détruirait. Je t'en supplie, Alex. Je suis ta mère. Ne fais pas ça à notre famille. Ne me fais pas ça à moi. Les larmes coulaient sur son visage, larmes qu'elle avait utilisées contre moi toute ma vie. Mais pour la première fois, cela n'avait aucun effet. C'était comme regarder un film que j'avais vu 100 fois. Je connaissais chaque réplique. Ce que tu me demandes, c'est de mentir à un procureur, dis-je, la voix calme. Tu me demandes de commettre un crime pour couvrir ceux de Ryan. Exactement ce que tu as admis avoir fait sur l'autoroute. Tu n'as rien appris de tout ça? Elle sanglotait, secouant la tête. Tu es si froid. Je ne sais plus qui tu es devenu. Je suis le même qu'avant, répondis-je en me levant. La seule différence, c'est que cette fois, je ne vais pas nettoyer ses dégâts. Je suis parti, la laissant là avec ses larmes. La confrontation finale, celle que je redoutais le plus, arriva quelques semaines plus tard. Mon père me convoqua au garage pour régler l'histoire des réparations de la voiture. Je savais que ça n'avait rien à voir avec la voiture. Je le trouvais là, debout à côté de mon Crown Vic abîmé, avec Tony, le propriétaire du garage, qui tenait une tablette avec gêne. Tony était un gros type bourru, les mains pleines de cambouis, mais il avait le regard honnête. Il me fit un signe de tête en me voyant. Mon père ne perdit pas de temps. C'est ridicule, dit-il en désignant la voiture, une vieille épave. Elle ne vaut pas ce que Tony demande pour la réparer. C'est un devis honnête, Richard, dit Tony, d'un ton ferme. Les pièces pour ces vieux modèles sont difficiles à trouver. Mon père l'ignora et se tourna vers moi, les yeux en feu. Il sortit un chéquier, un de ceux pour compte professionnel. En haut, on lisait Richard Thompson Construction. Très bien, grommela-t-il. Il griffonna un montant, arracha le chèque et me le tendit. C'était $5000, plus que suffisant pour les réparations. Tiens. Tu prends ça et on n'en parle plus. Tu vas voir le procureur, tu dis que c'est une histoire de famille, et on oublie toute cette mascarade. Je regardai le chèque, puis son visage. L'arrogance, la certitude absolue que l'argent pouvait tout arranger, était toujours là. Il n'avait rien appris. Je ne pris pas le chèque. Ce n'est pas une question d'argent, papa, dis-je calmement. Alors c'est quoi, hein? Hurla-t-il, la voix résonnant dans le garage. La vengeance? Tu veux ruiner la vie de ton frère pour une stupide voiture? Il s'agit de conséquences, répondis-je, la voix plus forte. Quelque chose qu'il n'a jamais dû affronter. Et toi non plus. Il fit un pas vers moi, son ombre m'enveloppant. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai affronté pour bâtir tout ça, pour tout vous donner à toi et ton frère ingrat. Je sais que tu es en train d'essayer d'utiliser l'argent de ton entreprise pour influencer un témoin dans une affaire criminelle, dis-je. Ma voix résonnait avec une clarté qui me surprit moi-même. Je sais que c'est illégal. Tony, le propriétaire du garage, se tortilla, mal à l'aise. Richard, peut-être que vous devriez discuter de ça dehors. Le visage de mon père passa du rouge à un blanc marbré. Il me regarda Tony. Puis le chèque dans sa main. Il avait essayé d'utiliser son arme ultime, l'argent, et avait échoué. Il n'avait plus de munitions. Il froissa le chèque dans son poing. Tu vas le regretter, Alex. Tu es en train de détruire cette famille, et quand il ne restera que des cendres, tu seras tout seul. Je te le promets. Il partit en furie, laissant derrière lui un silence pesant. Je restais là, face à ma voiture en morceaux. Il avait tort. Je n'étais pas seul, et ce n'était pas la fin. C'était le début de sa fin, parce que j'avais encore mon arme, celle qu'il n'avait pas vue venir. Ce petit bout de papier dans mon portefeuille, le numéro de dossier, le fait. Et j'étais sur le point de le transformer de bouclier en épée. L'air du garage était saturé d'huile et de tension retenue. Tony, le propriétaire, brisa enfin le silence. Il poussa un long sifflement. Eh bien, dit-il en secouant la tête, j'en ai vu des drames familiaux dans ma vie, mais là, c'est le pompon. Je hochai simplement la tête, étrangement calme. La tempête était passée.
Et j'étais toujours debout. Tu peux réparer la voiture, Tony? Je te paierai en plusieurs fois. T'inquiète pas pour ça maintenant, gamin, dit-il en me tapant l'épaule. On trouvera une solution. Ton oncle Jacques est un homme bien. Et toi aussi. Ce soir-là, je m'assis à mon ordinateur, le chèque froissé toujours en tête. Il pensait que c'était à propos de la voiture. Il pensait que c'était pour de l'argent. Il n'avait toujours pas compris. J'ouvris un nouvel email. Destinataire, le Conseil officiel de l'État pour l'octroi de licence aux entrepreneurs. Jenny, ma brillante copine étudiante en droit à mi-temps, m'en avait parlé. Chaque État en a un. Il régule les entreprises de construction, avec des codes de conduite stricts. L'un de ces codes interdit généralement tout comportement criminel ou contraire à l'éthique. Mes doigts volèrent sur le clavier. J'étais poli, professionnel et factuel. Je me présentais, ainsi que l'entreprise de mon père. J'expliquais l'affaire pénale en cours impliquant mon frère. Et puis, j'exposais tout. Cet après-midi, écrivis-je, Monsieur Richard Thompson, en tant que propriétaire de l'entreprise, m'a rencontré au garage Tony S. Auto Body. Devant un témoin, Monsieur Tony Gallo, il m'a offert un chèque tiré du compte professionnel. Ce paiement était conditionné expressément au fait que je change mon témoignage auprès du procureur dans une affaire criminelle active concernant son fils. Il a, en substance, tenté d'utiliser des fonds de l'entreprise pour soudoyer un témoin. J'ai joint une photo du chèque froissé, avec le nom de l'entreprise bien visible. J'ai inclus le nom et l'adresse du garage de Tony comme témoin. J'ai terminé l'email en indiquant qu'il s'agissait selon moi d'une violation éthique grave, et que je voulais l'enregistrer publiquement. Avant d'envoyer, j'ai transféré une copie à l'avocat d'entreprise de mon père, celui qui s'occupait de ses affaires de conduite en état d'ivresse. Objet, pour vos dossiers. Puis j'ai cliqué sur « Envoyer ». Il n'y eut pas d'explosion. Aucune conséquence immédiate. Juste le bourdonnement tranquille de mon ordinateur. Mais je savais que je venais de lancer une torpille dans la coque de l'empire soigneusement construit de mon père. Son pouvoir ne venait pas de ses poings. Il venait de sa réputation, de ses licences, de sa capacité à remporter des contrats publics. Tout cela était désormais en péril. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel du bureau du procureur. Il proposait à Ryan un accord. S'il plaidait coupable pour conduite en état d'ivresse et un délit mineur de vol de véhicule, ils abandonneraient l'accusation de vol qualifié et de résistance à l'arrestation. Il éviterait la prison, mais à un prix élevé. 2 ans de probation, 1 an sans permis, une lourde amende, 200 heures de travaux d'intérêt général et présence obligatoire à une session avec les victimes d'accidents. Plus tard, j'ai appris par oncle Jacques ce qui s'était passé en coulisses. L'avocat de mon père avait reçu mon email. Il avait immédiatement appelé mon père et, sans détour, lui avait dit qu'il faisait face à une enquête professionnelle catastrophique qui pouvait le ruiner. La tentative de subornation représentait une menace bien plus sérieuse que le vol de voiture de Ryan. L'avocat lui avait conseillé de faire disparaître cette affaire vite et discrètement. Cela signifiait accepter la première offre du procureur pour Ryan et ne pas se battre. Mon père, l'homme qui se battait toujours, qui gagnait toujours, avait été contraint de se rendre. Et c'est là que le vrai changement a commencé. Ryan a accepté l'accord. Ces 200 heures de travaux d'intérêt général ont été passées à nettoyer des graffitis sur des bâtiments publics. Il a dû trouver un petit boulot dans un entrepôt pour commencer à payer ses amendes et les réparations de ma voiture. Il m'envoyait un chèque de 100 $ chaque mois avec une note simple, pour la voiture. Mais le plus grand changement est venu du panel d'impact sur les victimes. C'était une partie obligatoire de sa peine. Il a dû s'asseoir pendant 4 heures et écouter des personnes dont la vie avait été brisée par des conducteurs ivres, des mères ayant perdu leurs enfants, des maris ayant perdu leurs femmes, des personnes en fauteuil roulant qui ne marcheraient plus jamais. Il en a parlé plus tard à ma tante Patricia. Il a dit qu'il avait écouté une femme décrire comment elle avait dû identifier son fils de 17 ans à la morgue, et que pour la première fois de sa vie, il ne s'était pas vu comme la victime d'une mauvaise soirée, mais comme la cause potentielle du cauchemar sans fin de quelqu'un d'autre. Il a dit qu'il avait vomi dans les toilettes pendant la pause, et qu'il avait pleuré pour la première fois depuis l'enfance. C'était son fond du trou. Pas la cellule, mais le reflet de ce qu'il aurait pu devenir dans les yeux embués de larmes d'une mère en deuil. Il a commencé à aller à des réunions des alcooliques anonymes. Il a trouvé un parrain. Il a continué à travailler à l'entrepôt même après avoir terminé ses travaux d'intérêt général. Mon père a été forcé de suivre des cours de gestion de la colère. Son entreprise a été lourdement sanctionnée par le conseil de licence et mise en probation pendant 2 ans. Il a dû vendre des biens immobiliers pour payer les frais juridiques et les amendes. Son arrogance avait disparu. Il paraissait plus petit, plus silencieux. Ma mère a commencé une thérapie. Elle essayait de comprendre son propre rôle dans la dysfonction familiale, son comportement de facilitatrice. Elle et mon père étaient toujours ensemble, mais quelque chose s'était brisé de manière irréversible entre eux. 1 an passa.
Un an de silence, de distance, de reconstruction lente et douloureuse. J'ai emménagé avec Jenny, et nous nous sommes fiancés. J'ai été promu dessinateur senior dans mon cabinet. Ma vie avançait à mes conditions. Ma Crown Vic était entièrement réparée, plus belle que jamais. C'était plus qu'une voiture maintenant. C'était un monument à une bataille que j'avais gagnée. La dernière pièce s'est mise en place un samedi matin pluvieux, presque un an après le dîner de Noël. J'étais dans un café, attendant Jenny. Quand la porte s'est ouverte et que Ryan est entré, il m'a vu et s'est figé. Il avait l'air différent. Plus mince, peut-être. L'arrogance avait disparu, remplacée par un calme discret. Il a hésité, puis s'est approché de ma table. « Salut, Alex » dit-il doucement. « Salut, Ryan. » Un silence maladroit s'installa entre nous. Il tendit une enveloppe familière. « Le paiement de ce mois-ci, dit-il. » Je l'ai prise. Il resta là un moment, mal à l'aise. « Écoute, dit-il, enfin en me regardant dans les yeux, j'ai reçu ma médaille de sobriété d'1 an la semaine dernière. »« Félicitations, dis-je. Et je le pensais sincèrement. C'est super. »« Ouais, dit-il, avec un petit sourire triste. Je voulais juste dire, pardon. Pas juste pour la voiture ou l'argent. Pour tout. Pour avoir été un frère horrible. Je suis vraiment désolé, Alex. » C'était la première excuse honnête et inconditionnelle que j'entendais de sa bouche. Pas d'excuse, pas de justification, juste du regret. J'ai regardé mon frère, vraiment regardé, peut-être pour la première fois. Je ne voyais plus l'enfant prodige. Juste un homme essayant de revenir des décombres qu'il avait causés. Je sais, dis-je. Merci. Ce n'était pas du pardon. Pas complètement. Ce n'était pas une promesse qu'on redeviendrait amis. C'était juste une reconnaissance. Un commencement. Et pour l'instant, ça suffisait. Ryan me fit un léger signe de tête, un éclat de soulagement dans les yeux, puis alla commander son café. Il ne tenta pas de continuer la conversation. Il ne força rien. Il avait enfin compris que certaines choses prennent du temps. Jenny est arrivée quelques minutes plus tard. En partant, je l'ai vu assis seul à une table près de la fenêtre, buvant tranquillement son café, un homme en paix avec sa solitude. C'était un début. Ma relation avec mes parents est compliquée. C'est un travail en cours. On ne fait plus de grands dîners de famille. Les performances obligatoires sont terminées. Je les vois quelques heures pendant les fêtes. Les conversations sont tendues, prudentes. Mon père est plus silencieux. Il continue d'assister à ses cours de gestion de la colère. Une fois, il a réussi à formuler des excuses rigides et maladroites, en disant qu'il aurait pu mieux gérer les choses. Pour lui, c'était l'équivalent d'un sonnet shakespearien de remords. Ma mère, grâce à sa thérapie, a commencé à comprendre ce que signifient les limites. Elle appelle, mais ne se mêle pas. Elle n'essaie pas de faire naître la culpabilité. Elle apprend à avoir une relation avec le fils que je suis, et non celui qu'elle aurait voulu que je sois. C'est fragile. Ce n'est pas parfait, mais c'est réel. Quelques semaines après avoir vu Ryan au café, un colis est arrivé à mon appartement. C'était de sa part. À l'intérieur se trouvait un petit système de sécurité automobile haut de gamme, avec un nouveau traceur GPS et un démarreur à distance. Il y avait une note attachée, écrite de sa nouvelle écriture plus soignée. Elle disait, « Comme ça tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de qui est derrière le volant. Prends soin de toi. Ryan. » J'ai fait installer le système dès le lendemain. Parfois, quand je rentre du travail en conduisant ma Crown Vic, avec le soleil de fin d'après-midi brillant sur le capot, je repense à cette année-là. Je pense à quel point une famille, une vie, peut paraître parfaite de l'extérieur, tout en pourrissant de l'intérieur. Et je pense qu'il arrive que la seule façon de sauver quelque chose, c'est de le laisser brûler jusqu'au sol. Cette voiture, cette vieille voiture de patrouille désaffectée, est devenue le catalyseur improbable de tout cela. Elle était un symbole de mon indépendance, et ils ne le supportaient pas. Leurs tentatives de me l'enlever, de tout contrôler, leur ont coûté leur propre contrôle, leur propre pouvoir. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils ne se battaient pas seulement pour une voiture. Ils se battaient pour mon respect de moi-même. Et c'était une bataille que je n'étais plus prêt à perdre. J'ai trouvé ma propre force non pas en criant plus fort ou en frappant plus fort, mais en sortant de leur jeu toxique et en jouant selon les règles du monde réel. Le monde des conséquences. Le monde de l'administratif. Le monde où la vérité finit, tôt ou tard, par faire surface. Je n'ai pas détruit ma famille. C'est eux qui ont allumé l'incendie. Je me suis simplement refusé à les aider à l'éteindre. Ma paix ne vient pas de leur changement. Elle vient de mon changement. Elle vient du fait d'avoir trouvé ma propre voie, et surtout, d'avoir appris à laisser les faits froids et concrets, couchés sur le papier, parler à ma place. Merci d'avoir écouté mon histoire.
J'espère qu'elle vous a touché d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà vécu une situation où vous deviez choisir entre préserver la paix ou défendre la vérité? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de la suite.